Alors, au niveau des sujets qu'on va voir aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, l'actualité a été très dense au premier semestre, donc on a dû faire des choix. Nous avons essayé de faire par catégorie pour que ça soit plus lisible et plus clair pour vous. Donc, dans un premier temps, on va voir les nouveautés sociales, donc notamment la loi de financement de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale, un petit rappel sur la DFS, la déduction forfaitaire spécifique, sur l'obligation d'appliquer une modalité de partage de la valeur à compter du 1er janvier 2025. On parlera aussi des avantages en nature véhicule et notamment des évolutions depuis le 1er février 2025. Ensuite, en deuxième temps, on fera un zoom sur les mesures qui concernent les apprentis, puisque vous savez que beaucoup de choses ont changé concernant les apprentis sur ce début d'année. Donc, on évoquera ce point. Ensuite, nous verrons tout ce qui est nouvelles obligations concernant la santé au travail. Donc, pas mal d'évolutions avec des nouvelles attestations d'aptitude, des nouveaux CERFA, mais aussi des nouvelles obligations pour l'employeur. Vous en avez peut-être entendu parler au 1er juillet 2025, qui vous impactent, notamment les artisans. Vous allez voir pourquoi. Et on finira par un petit rappel sur les règles en cas de fermeture pour l'été et un point sur tout ce qui est les lettres sociales, tout ce qui a eu lieu en début d'année. Donc, on va commencer cette fameuse loi de financement de la sécurité sociale, qui a mis un petit peu de temps à être votée. Elle était très attendue, hein. On va vous faire le rappel et la chronologie du soap-opéra juridique que nous avons vécu en fin d'année. Donc ça y est, c'est sorti en début d'année. La loi de financement de la sécurité sociale, donc pour l'année 2025, a été publiée au journal officiel, donc le 28 février 2025, et elle comporte un important, très important volet, notamment relatif aux cotisations et aux allègements de charges. Donc là, c'est quelque chose qui a été très lourd, très dense, très technique aussi et très complexe. Donc on va vous faire un petit rappel. Donc cette loi prévoit notamment de revoir tout ce qui est allègement de cotisations sociales patronale, notamment sur les bas salaires, pour enfin fusionner les dispositifs et lisser un petit peu la baisse des exonérations. Alors, c'est une réforme donc structurelle et qui se fera notamment en deux étapes, première 2025 et l'autre 2026. Donc, elle va porter sur trois dispositifs principaux. Donc, la réduction sur le taux de cotisation patronale encore, hein. On est sur les cotisations patronales. D'abord, il y a l'assurance maladie. Donc, celle-ci, elle passe de 13 à 7%. Donc, elle est quasi divisée par deux, cette cotisation. Donc, c'est quand même pas négligeable. Dans un deuxième volet, on est sur la réduction sur le taux de cotisation patronale encore, mais là, on est sur les allocations familiales. Mm. Là encore, elle perd 1,8. Donc, en fait, le taux passe de 5,25 à 3,45. Donc, encore une fois, c'est vraiment pas négligeable. Et enfin, la fameuse réduction générale de cotisation patronale, donc la RGCP. Alors, vous avez pu en entendre parler, c'est l'ex-réduction Fillon. Voilà, pour les personnes à qui cela parle le plus. Donc voilà, c'est cette réduction Fillon, qui a été aussi assez impactée par cette loi de financement de la sécurité sociale. On n'est pas rentré volontairement dans le détail de ces cotisations, puisque comme je vous disais, c'est très très technique, on est sur de la paye, sur de la compta pure. Par contre, pour pas vous laisser en plan, entre guillemets, on vous a fait une note dédiée, on vous a préparé un document qui récapitule le détail justement de ces allègements de cotisations. Et cette note que donc notre service a rédigée sera bien entendu diffusée en annexe du support. Et là, vous aurez le détail donc pour ces trois taux de cotisation, ces trois réductions de cotisation, vous aurez vraiment le détail de ce qui se faisait avant et comment ça va se passer, en tout cas pour l'année 2025. Donc vous aurez tout ça à disposition. Mais voilà, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'on est sur une réduction quand même générale de toutes ces fameuses cotisations. Et je rappelle, ce sont surtout les cotisations patronales qui sont donc impactées par cette loi de financement de la sécurité sociale. Alors, au niveau du plafond de sécurité sociale, on vous a remis les montants au 1er janvier 2025. Le fameux PASS, hein, le plafond annuel de la sécurité sociale, il est passé à 47 100 euros. Donc, on vous a remis contre 46 368 en 2024. Et le plafond mensuel à 3 925 euros contre 3 864 en 2024, soit une hausse de 1,6%. Donc, on vous a remis le petit tableau avec l'ensemble des valeurs annuelles, trimestrielles, mensuelles, quinzaines, hebdomadaires, etc.
ainsi que les sources à côté, hein, comme d'habitude. Voilà. Sachant que ce plafond, comme on le disait déjà l'année dernière, n'était pas dans la loi de financement. C'est pour ça qu'on l'avait dès le mois de Exactement. décembre 2024. On avait ces montants. Exactement, c'est le fameux arrêté qu'on vous a remis sur la droite qui, du coup, a fixé ce plafond. C'est Donc, ça. effectivement, on a pu l'annoncer déjà en fin d'année dernière. Alors, juste un petit rappel, hein, on souhaite quand même en parler à chaque fois, même si bah, ça va arriver tous les ans hein, pendant une certaine période. C'est la diminution hein, du taux de la déduction forfaitaire spécifique, la fameuse DFS. Au 1er janvier 2025, elle a à nouveau baissé. Hein. Pour rappel, le taux de la DFS était jusqu'au 31 décembre de l'année dernière fixé à 9%. La nouvelle disposition, c'est qu'il va être réduit chaque année hein, jusqu'à disparaître au 1er janvier 2032. Donc, à compter du 1er janvier 2025, le taux est réduit de chaque année de 1% est réduit d'un point chaque année, pardon, et de 1,5% les 2 dernières années. On vous a mis un petit tableau récap juste après. Est-ce que tu peux montrer, Bien sûr. Alexandra? Voilà, c'est plus parlant, hein, vous voyez, depuis la période de la réforme, hein, 2023, on était à 10. 2024, on a basculé à 9 et cette année, on est sur 8% au niveau de la DFS. Et vous voyez, la suppression de la DFS, hein, on a remis la date 1er janvier 2032. Donc voilà, juste une petite info. On a une note qu'on diffuse tous les ans, on peut la remettre en annexe avec le webinaire. C'est toujours important d'informer vos salariés hein, de cette baisse, parce que ça a quand même un impact hein, sur les rémunérations. Donc on va vous la remettre en annexe pour que vous puissiez informer vos salariés. Comme l'année dernière, hein, le taux, il bascule à 8%. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou on peut avancer? C'est tout bon? Parfait. Alors, maintenant, on va parler donc l'obligation d'appliquer une modalité de partage de la valeur, donc depuis le 1er janvier 2025. Alors, normalement, ça, c'est une redite, hein, cette obligation, puisque c'est à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Donc, déjà, l'année dernière, on vous avait donné des informations, Mm, mais effectivement, on va faire une redite, puisque là, on est sur une application pratico-pratique depuis le 1er janvier 2025. Pour rappel, c'est une obligation qui concerne uniquement les entreprises entre 11 et 50 salariés et elles ont cette obligation d'appliquer une modalité de partage de la valeur. Donc on verra quelles peuvent être ces modalités, à condition de réaliser un certain niveau de bénéfice pendant 3 années consécutives. Donc c'est-à-dire que si par exemple sur une des années la condition n'est pas remplie, cette obligation n'est pas applicable. Donc, pour rappel, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans depuis la promulgation de cette loi qui a instauré cette obligation, les entreprises donc d'au moins 11 salariés doivent avoir réalisé pendant 3 exercices donc consécutifs, hein, j'insiste sur ce mot, mm. à la fois un bénéfice net fiscal positif qui doit être au moins égal à 1% du chiffre d'affaires, et ça pendant 3 exercices consécutifs. Et évidemment, il faut que les entreprises soient constituées sous forme de société. Donc ça, c'est très important. À condition, donc si ces deux conditions sont remplies pendant 3 exercices consécutifs, à ce moment-là, on se pose la question, je dois donc appliquer une modalité de partage de la valeur. Qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, on a le choix entre 4 modalités en pratique. Un, on peut mettre en place un régime de participation. On peut mettre en place un régime d'intéressement. On peut, alors c'est plus à la marge, mais ça fait partie aussi de ces modalités abondées, dans ce qu'on appelle un PE par exemple ou un PERCO, donc un plan d'épargne salariale qui doit être préexistant dans l'entreprise. On parle d'abondement, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de créer ce plan d'épargne pour remplir cette obligation. C'est si vous l'avez déjà qu'il existe. Dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez l'abonder. Et enfin, la mesure la plus connue, entre guillemets, c'est cette fameuse prime partage de la valeur, ex-prime Macron, hein, comme on disait, donc qui peut remplir cette obligation. Donc, pour rappel, l'obligation donc de mettre en place l'un de ces dispositifs s'applique donc aux exercices comptables, hein, bien sûr, qui ont été ouverts après le 31 décembre 2024 et donc au 1er janvier 2025. Donc, par exemple, ça peut s'appliquer aussi bien pour les exercices ouverts dès le 1er janvier 2025, Mm, comme aux exercices d'entreprise, par exemple, qui sont sur un autre exercice comptable mm. et dont l'exercice comptable a commencé par exemple le 1er juillet 2025. Voilà, parce que des fois, on en a qui sont jusqu'au 30 juin. Là-dessus, Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos comptables. Hein. voilà, Vous pouvez très exactement. bien les interroger en disant, voilà, j'ai entendu parler de cette loi. Est-ce que, donc déjà, il faut, comme tu dis, Alexandra,
être en société, pardon. Si vous êtes en EI, Ça entreprise marche, vous individuelle, n'êtes hein, pas vous n'avez obligé. pas cette obligation-là. Et effectivement, si vous êtes en société, nous, quand on a des appels sur le sujet, on dit aux adhérents, rapprochez-vous du comptable, parce que c'est vrai que c'est complexe, comme tu expliques, Oui, effectivement, les questions d'exercice, etc. Ça, le comptable pourra très bien vous dire si vous êtes une société, si vous remplissez la condition, effectivement, de l'exercice positif c'est des ça. 1%. Et du coup, effectivement, vous indiquez la date, hein, à partir de laquelle vous êtes concerné par cette obligation. Mais tout à fait, Alexandra, tu as On va raison. prendre un exemple. Mm, Donc, cette année, au 1er janvier 2025, j'ai une entreprise sous forme de société. mm, Donc, pour savoir si elle doit remplir cette obligation, eh ben, c'est simple, on va regarder les trois exercices comptables. Donc, on va regarder N-1, donc comme on est en 2025-2024, 2023-2022, puisque, je le rappelle, ce soit trois exercices consécutifs. c'est ça. Si, par exemple, au cours d'une année, par exemple à 2023, vous n'avez pas rempli cette obligation, vous n'avez pas l'obligation d'appliquer cette modalité. Les entreprises qui ont mis en œuvre, ça c'est aussi important, au cours de donc l'un de ces dispositifs pour un exercice considéré, sont réputées avoir satisfait à cette obligation. Mm, Par exemple, si au cours de cette année, je mets en place un régime, par exemple la prime partage de la valeur, ce qui est très souvent le cas puisque c'est mm. un dispositif qui devient de plus en plus pérenne, dans ce cas-là, on considère que vous avez rempli votre obligation. Donc vous n'êtes pas obligé de re-regarder si vous avez Exactement. rempli ces obligations pour éventuellement regarder la participation, l'intéressement, etc. Donc, il faudra bien regarder, est-ce que je remplis les conditions? Oui, je regarde mes trois exercices, ok. Et est-ce que sur cet exercice, j'ai déjà une modalité qui existe? Dans ce cas-là, j'ai cette modalité qui existe, très bien, je n'ai plus rien à faire. Voilà. Le Exactement. raisonnement, c'est à peu près celui-là. Alors, oui, bah, Voilà. Et juste pour rappeler, effectivement, si on est en EI, ça marche pas. Et aussi pour exactement. ce qu'on appelle les SAPO, donc Société Anonyme à Participation Ouvrière, bon, qui sont bien sûr beaucoup plus à la marge. Alors souvent, on nous appelle et on nous dit, oui, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais concrètement? Et nous, au service juridique, on a de plus en plus de questions, hein, sur le régime de participation et d'intéressement. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'entreprises, hein, qui souhaitent mettre en place des régimes, même si elles n'ont pas 50 salariés. Je rappelle, pas d'obligation en tout de 50. Possibilité quand même de le mettre en place si on le souhaite, notamment pour instaurer des avantages dans le temps à vos salariés. C'est quand même des choses qui sont intéressantes pour valoriser votre entreprise, quand on sait à quel point les entreprises ont du mal aujourd'hui à recruter, hein, dans le bâtiment. Donc effectivement, comme disait Alexandra, on a juste voulu vous faire un petit focus sur les possibilités concrètes. Vous rappelez que sur la participation et l'intéressement, vous n'êtes pas obligé de conclure un accord d'entreprise complexe si vous avez moins de 50 salariés. Vous savez que vous pouvez adhérer à des régimes qui existent dans la branche du bâtiment, c'est-à-dire ce sont des accords qui ont été négociés au niveau national et dès lors que vous avez moins de 50 salariés, vous pouvez les rejoindre, choisir d'y adhérer volontairement. Je vous ai mis les références, hein, l'accord du 15 mars 2018 relatif à l'intéressement et la convention du 15 décembre 99 relative à la participation, ainsi que le lien sur Regard BTP, c'est la solution d'épargne qui a été désignée pour gérer ces dispositifs-là. Donc, c'est eux qui peuvent vous renseigner si vous souhaitez mettre en place un de ces régimes, participation ou intéressement. Il suffit de vous rapprocher de Regard BTP, du coup, vous avez le lien. Et du coup, ensuite, ils vous accompagneront pour la mise en place qui sera relativement simple dès lors que vous adhérez à un dispositif de branche. Non, pas hésiter à prendre contact avec ProBTP Exactement. pour des solutions qui, du coup, de ce que je comprends, existent déjà de manière Exactement. simplifiée pour ces entreprises. Exactement. Pour les moins de 5 ans, du coup, c'est très simple si on adhère au dispositif de branche. On n'a pas à conclure un accord d'entreprise, ce qui peut être quand même compliqué pour des petites structures. Tout à fait. Et donc, l'autre possibilité, comme disait Alexandra, hein, c'est de verser une PPV, la fameuse prime de partage de la valeur. Ça, c'est vraiment un choix de l'entreprise, hein. Est-ce que je souhaite mettre en place des dispositifs pérennes, hein, de la participation d'intéressement, ou est-ce que je souhaite juste pour l'instant rester sur du one-shot et voir un petit peu tous les ans, si je continue, si je verse ou non une PPV. Ça, c'est vraiment à vous de le voir. On vous a juste rappelé, au niveau des avantages fiscaux et sociaux, hein, sur la PPV. Il y a un dispositif qui existe actuellement, il prendra fin jusqu'au normalement, alors à voir s'il va être prolongé ou pas, mais jusqu'au 31 décembre 2026. La PPV bénéficie d'une exonération renforcée pour les entreprises de moins de 50. Donc, pour les salariés qui ont perçu moins de 3 SMIC annuels sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Et du coup, on a une exonération de cotisation sociale d'origine légale et conventionnelle, une exonération de CSG-CRDS et une exonération d'impôt sur le revenu, jusqu'à un maximum 3 000 euros par an de prime par bénéficiaire. Du coup, ce régime fiscal, voilà, s'applique jusqu'au 31 décembre 2026. Pour l'instant, en tout cas, euh, il est quand même assez favorable. Est-ce que Est-ce vous qu'il y a aviez des une question? questions là-dessus?
Alors maintenant, on va parler de quelque chose qui est assez rare, mais qui commence à arriver un petit peu de plus en plus dans le BTP, donc qui est l'avantage en nature sous la forme d'un véhicule, puisqu'il existe d'autres avantages en nature. Mais on a décidé de faire un focus, parce que depuis le 1er février, des évolutions, et en fait, ces évolutions, elles ont un très gros impact à la fois financier, Oui, mais aussi au niveau de la négociation avec d'éventuels futurs salariés. Et donc, on a décidé de vous en parler. Alors, pour rappel, constituent des avantages en nature, parce qu'on a tendance à utiliser ce terme un petit peu de manière large, ce sont les produits ou services qui sont fournis gratuitement par l'employeur, mais moyennant donc une participation modique des salariés qui peuvent donc en faire un usage personnel. Donc la valeur de ces avantages doit obligatoirement être mentionnée dans le contrat de travail et figurer sur le bulletin de paye, puisque ces avantages et leurs valeurs notamment sont soumis à charges sociales et à impôt sur le revenu. Donc c'est pour ça que ça doit figurer, ça doit être prévu. Un exemple peut être notamment la voiture de fonction, donc qui est un avantage en nature, entre guillemets, assez facile entre guillemets, à mettre en place, notamment dans le BTP. Bah, grosso modo, c'est vous leur donner l'autorisation d'utiliser les camions à titre personnel, puisque c'est ça un avantage en nature, au fait par les salariés pour les déplacements professionnels et personnels. Donc, à la différence de la voiture de service, c'est ça. donc là, quand vous leur donnez le camion juste pour faire le trajet domicile, chantier ou domicile, dépôt ou siège social, là, on est sur du professionnel, donc on est sur un véhicule de service, donc ils ne sont pas du tout concernés par cet avantage en nature. L'avantage nature, c'est vraiment l'idée de il faut, le salarié, je donne l'autorisation pour utiliser un moyen qui appartient à l'entreprise pour ses besoins personnels. Donc, typiquement, il Mm. prend le camion ou un véhicule commercial, peu importe. Le véhicule d'entreprise, il peut aller faire ses courses, aller en vacances, vraiment l'utiliser les week-ends, quand il est en congé, etc. C'est vraiment cet avantage à nature dont on parle ici. Les modalités donc d'évaluation de ces avantages, parce que c'est ça qui a fait l'objet de cette évolution, sont attribuées et donc véhicules ou éventuellement bornes électriques pour les véhicules électriques ont été modifiées donc à la suite de la publication d'un arrêté du 25 février 2025 et donc qui est rétroactif et pour ce qui s'applique à partir du 1er février. Donc, ce qu'on appelle le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, donc indique qu'il faut distinguer, donc là, ça va être très très important pour vous à retenir, Mm. les véhicules mis à disposition du salarié avant ou après le 1er février 2025. C'est cette date qui compte, 1er février. Et à cette occasion, le BOSS donc, a précisé que c'est la date de mise à disposition qui compte, donc la date d'attribution au salarié qui est fixée soit par l'accord conclu entre l'employeur et le salarié, donc typiquement par exemple par le contrat de travail, un avenant au contrat de travail, etc. Donc, Exactement. c'est cette date-là qui va compter. C'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas l'achat du véhicule qui va compter. Typiquement, par exemple, vous avez acheté un véhicule et vous l'avez mis à disposition du salarié avant le 1er février 2025. Dans ce cas-là, ce sont les anciennes règles qui s'appliquent, pas de problème. Donc, c'est une évaluation forfaitaire. Si vous avez acheté le véhicule avant, mais qu'il est mis à disposition aux salariés au 1er février 2025, là, dans ce cas-là, vous êtes dépendant de nouvelles règles d'évaluation. Même si vous l'avez, par exemple, acheté, mettons, en janvier, que le salarié a commencé le 1er février, et bien dans ce cas-là, comme la mise à disposition a été faite au 1er février, ce sont les nouvelles règles qui vont s'appliquer. Donc, on vous a remis le lien de l'URSSAF. Attention, donc ce qui compte, ce qui va changer, ce qu'il faut vraiment retenir, donc les dates, 1er février est mise à disposition. Et donc, les pourcentages d'évaluation forfaitaire ont connu une hausse considérable. Vraiment, on est sur quelque chose qui est très marqué et très remarquable. Mm. Et ça représente un enjeu financier important à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour les salariés, puisque forcément, si l'avantage en nature va monter, ça veut dire qu'il y aura moins de net à la fin pour les salariés, bah, plus aussi à verser pour l'employeur. Et du coup, forcément, les deux parties s'y retrouvent, entre guillemets, un petit peu moins. Exactement. Pour les entreprises du bâtiment qui aiment C'est bien ça. parler en net avec les Oui, ouvriers, gardez bien en tête si vous mettez à disposition un véhicule de fonction, pas de service, mais du coup, depuis cette date, depuis le oui. 1er février, comme tu dis, Alexandra, le net, il va être moins important.
Donc, c'est pour ça qu'on tenait à vous alerter, pour que vous puissiez C'est dire ça. à vos ouvriers, si jamais, attention, hein, il y a des nouvelles règles qui s'appliquent. Oui, Ton net, il va être moins important peut-être que ce que tu avais auparavant, hein, dans une autre exactement. entreprise. Et donc là, donc c'est pour ça qu'on souhaitait vraiment faire un petit focus et un alerte là-dessus, parce que le net va pas être le même C'est pour les ça. Et dans salariés. la Mm. négociation salariale avec un Exactement. futur salarié, ça peut avoir un impact. Tout à fait. Alors, ce qu'on peut proposer, si vous avez un doute, il existe des dispositifs où on peut faire des simulations, entre guillemets, comptables, pour voir justement combien pourrait coûter un véhicule de fonction par rapport à un Mm. véhicule de service. Juste pour la petite note, pour un véhicule qui fonctionne uniquement Mm. électrique, les dépenses, donc la base des dépenses réelles ou le forfait, sont prises en compte pour évaluer l'avantage nature. Elles ne tiennent pas compte des frais d'électricité de recharge. Mm. Voilà, c'est hors évaluation. Et l'évaluation de cet avantage est calculée après un abattement de 50% dans la limite de 2000,30 € par an. D'où l'idée de faire des simulations comptables. Alors, on a fini le premier point social. Vous voyez qu'on a essayé de réduire, hein, mais qui finalement était assez long, hein, comme on vous a dit, il y a eu beaucoup de choses. On souhaitait faire vraiment un focus sur les mesures qui concernent les apprentis. Beaucoup d'évolutions sur cette année 2025. Beaucoup d'évolutions qui sont liées finalement à une volonté politique, hein. Je suis allée un petit peu regarder pourquoi, hein, parce que quand on se dit tout ce qu'il y a, on va en parler, hein, les exonérations, les aides, la nouvelle participation, on essaie de comprendre pourquoi finalement. Et en fait, c'est que ça pèse lourd sur les finances publiques finalement, l'apprentissage aujourd'hui. Et de ce qui a été mis dans le dossier de presse, en tout cas du ministère du Travail, c'est que le montant alloué à la prise en charge des contrats d'apprentissage dépassent aujourd'hui les montants qui sont collectés au titre de la CUFPA, c'est-à-dire la contribution unique à la formation professionnelle. Le but de cette réforme, finalement, c'est d'améliorer, pardon, le modèle financier de l'apprentissage. En gros, depuis la réforme en fait, des financements de l'apprentissage, il y a une sorte de période test, hein, ça fait depuis 6 ou 7 ans, si ma mémoire est bonne, qu'il y a eu la réforme des financements. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus tenable sur le long terme. Et donc, pour établir un équilibre financier, il y a eu voilà, plusieurs petites mesures dont on va vous parler avec Alexandra, qui ont eu lieu et qui sont mises en place depuis cette année. Donc la première dont on souhaitait vous parler, c'est l'exonération de cotisation. Alors qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, la rémunération des apprentis, elle était exonérée des cotisations salariales. Donc on parle vraiment des cotisations de l'apprenti, hein, de ces cotisations qu'il paye lui, sur la part de sa rémunération qui était inférieure ou égale à 79% du SMIC. Lorsque la rémunération était supérieure à 79% du SMIC, la fraction excédentaire était assujettie à cotisation salariale hors CSG-CRDS. Donc, par exemple, si un apprenti avait, par exemple, 80% du SMIC. Du coup, il y avait uniquement 1%, D'accord. voilà, 79% exonérés, il y avait uniquement 1% de sa rémunération qui, du coup, serait assujettie à l'ensemble des cotisations salariales hors CSG-CRDS. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 baisse l'allègement de ces cotisations. Alors, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit que pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025, j'insiste là-dessus, c'est pour tous les nouveaux contrats, pas ceux qui sont en cours. Le seuil de la part de la rémunération sur laquelle les apprentis bénéficient d'une exonération de cotisation salariale est abaissé de 79% à 50% du SMIC. C'est-à-dire qu'on perd une exonération de 29%. Énorme. Et en plus, la fraction de la rémunération des apprentis qui va excéder 50% du SMIC, elle va être assujettie à CSG-CRDS, alors qu'avant, l'exonération était totale. C'est la double peine. Double peine pour les apprentis. Quelles conséquences? Moi, je me suis amusée à regarder. Pour un apprenti qui est payé au SMIC à 1 800 € et des brouettes, ça lui fait un net qui va être inférieur par rapport à avant à environ 130 euros, d'après nos calculs. C'est-à-dire que pour tous vos nouveaux apprentis, pour tous les nouveaux contrats Mm. de vos apprentis qui sont conclus à côté de cette date, du coup, ils auront un net qui va être quand même une baisse de leur salaire net qui va être quand même conséquente pour eux, surtout quand on connaît les conditions qui peuvent être parfois difficiles des étudiants, des apprentis, hein. Ils vont perdre entre 120 et 130 euros net tous les mois sur leur bulletin de paie. C'est quand même, voilà, c'est quand même pas rien. Donc, je vous ai rappelé, hein, pour les contrats d'apprentissage conclus avant le mois de mars, les exonérations salariales continuent de s'appliquer dans les conditions antérieures. Ça ne concerne que vos nouveaux embauchés. Alors, on a une question sans compter les charges patronales. Oui, là, on parle des charges salariales, hein. Exactement. Là, on parle uniquement des cotisations salariales. Sur Oui, les c'est charges ça. patronales, ça figurera vraiment dans la note, hein,
dont a fait part Alexandra au début de la loi de finances, parce qu'on va pas rentrer dans tous les détails Mais des voilà, on voulait cotisations. insister là-dessus parce qu'en fait, Exactement. les montants nous ont assez interpellés puisque la baisse est vraiment assez, voilà, assez flagrante. Et comme elle a dit, quand on s'amuse à faire le calcul, entre guillemets, voilà, le net, parce que, encore une fois, hein, les salariés comme les apprentis aiment Parle bien beaucoup savoir net. ce qui va rester à la fin du mois, c'est que le net est assez est non négligeable. Voilà, donc n'hésitez pas pour vos nouveaux contrats d'apprentissage. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en cours hein, de conclusion avec des apprentis. Donc, on a beaucoup de questions hein, au service juridique. N'hésitez pas au regard de votre obligation voilà, d'information à leur dire, voilà, attention, il y a une réforme et vous allez avoir enfin, en tant qu'apprenti, tu vas Mm, avoir un net qui va être un peu inférieur par rapport à avant en raison de cette exonération. Donc, voilà, prends-le en conséquence pour ton reste à vivre hein, parce que c'est c'est quand même ça, important pour eux. Hein. Un euro est un euro. Donc, là, on est quand tout même à sur fait. des grosses sommes. On voit qu'on a une question, mais le coût d'un apprenti est beaucoup plus élevé. Oui, effectivement, ça c'est. On voulait vraiment faire ce focus sur cette Exactement. cotisation. Est-il possible de proroger le contrat d'une année à l'autre? Alors, qu'est-ce que vous entendez par proroger? Puisque normalement, le contrat est conclu en fonction du C'est diplôme ça. qui est effectué, donc en fonction aussi de l'année scolaire avec le CFA. On est sur un contrat d'être d'une année, de deux ou de trois. Donc, pour moi, à partir du moment où, par exemple, l'apprenti a eu son diplôme et qu'il enchaîne sur C'est un autre ça. diplôme, pour moi, on est sur une succession de contrats, mais on est obligé de conclure un autre contrat. Donc, le nouveau contrat, pour moi, sera soumis à ces nouvelles dispositions. Ça va être un peu au cas par cas, effectivement, Oui, parce ce que sera du là, cas par normalement, cas. comme tu dis, Alexandra, quand on conclut un contrat d'apprentissage, on prévoit une durée de base. Donc, il faudra revenir vers nous. Il faudra revenir vers nous pour cette question particulière pour qu'on voit. Alors, je vois Master 1, 1 an, Master 2, 1 an, et dans la même entreprise, même école. Bah, c'est toujours pareil, à partir du moment où vous faites un nouveau contrat avec le CFA, Mm. il a fait un Master 1 qui équivaut à un diplôme, et là, il va faire son Master 2 qui équivaut à un autre diplôme, même entreprise, même école. Je pense que pour moi, on sera dans le cadre d'un nouveau contrat. Et pareil, ça ne concerne pas les renouvellements de contrat comme le passage de CAP à ABP chez le même employeur. Et ben, j'ai un doute parce que pour moi, même s'il continue sa formation, parce qu'on est d'accord que dans l'idée, c'est ça, hein, c'est qu'il continue sa formation pour Mm. avoir un diplôme plus important dans le même domaine, auprès du même employeur. Juridiquement, pour moi, on est sur des nouveaux contrats. Ouais. Donc pour moi, juridiquement, nouveau contrat depuis le 1er mars, nouvelle disposition des cotisations. Ouais, j'aurais tendance à être d'accord avec toi, Mm. Alexandra. Dès lors qu'on va changer de diplôme, Oui. vous allez être obligé de conclure un nouveau Même contrat. si pour vous, c'est la continuité, Exactement. Ça aurait été bien qu'on c'est puisse les ça. renouveler, effectivement, parce que c'est plus favorable pour les apprentis, mais à mon sens, ça passera pas non plus. Bah, disons que Au niveau j'ai des pas CFA, l'impression que n'hésitez ça pas. détourne le texte pour le coup. Voilà, Caroline Bosson nous confirme, hein, la spécialiste Voilà, de l'apprentissage en c'est ça. Isère. Je Merci, Caro. confirme, nouveau diplôme égale nouveau contrat. Donc Voilà, malheureusement, même si on aurait aimé vous dire le contraire, c'est ça ne nous ça. semble pas possible juridiquement du coup de renouveler. Donc effectivement, vos apprentis subiront du coup C'est ça. cette baisse de leur salaire net. N'hésitez pas à les informer. Alors, en dehors de de ces baisses d'exonération, on a aussi les aides qui ont été impactées. Alors, là encore, hein, le décret qui était attendu pour fin d'année 2024, finalement a été publié le 22 février 2025. Enfin 23 du coup, a été publié. Ce décret relatif à la fois à l'aide unique aux employeurs et à l'aide exceptionnelle, a impacté ces aides. Le texte maintient donc la distinction entre ces deux aides. On est sur l'aide unique aux employeurs, donc là c'est l'article D6243-2 du Code du travail. Et ensuite, on a l'aide exceptionnelle qui a été créée par décret dans le cadre donc, du plan Un jeune, une solution qui avait été lancé à l'époque en 2020 et qui a été modifié en dernier état lors du décret de décembre 2022. Donc, on a toujours ce distinguo donc, en 2025 entre cette aide unique aux employeurs et l'aide exceptionnelle qui existe depuis 2020. Plusieurs modifications sont en revanche apportées sur ces aides par rapport à 2024, et notamment le décret fixe les dates limites de transmission des précédents contrats pour bénéficier de ces aides. Donc, alors que pour les aides 2024, les entreprises de moins de 250 salariés, puisque c'est principalement celle-ci dont on va parler, pouvaient bénéficier de l'aide, donc qu'elle soit unique ou exceptionnelle, sans condition. Donc ça, c'était très important. À partir du moment où on embauchait un apprenti, on avait droit à ces aides. Bien désormais, le texte prévoit désormais que son bénéfice est subordonné à deux conditions. Donc là encore, hein, on réduit encore les possibilités d'avoir ces aides. L'employeur, donc vous, devez transmettre le contrat à l'OPCO, donc vous en général c'est Constructis, Mm. au plus tard les 6 mois
après la conclusion du contrat et le dépôt de celui-ci par l'OPCO auprès du ministre donc chargé de la formation professionnelle, donc 6 mois. Ça peut paraître long, mais si on le fait pas, ça passe très vite au final. Donc il faut vraiment avoir le réflexe, je dirais, de le faire quasi systématiquement après. Comme ça, on est tranquille. Et alors, l'autre condition, ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et le même apprenti pour la même certification professionnelle. Pour faire court, en cas de redoublement de l'élève, ça va Mm, être ça, hein, c'est le cas, c'est en cas de renouvellement, de redoublement de l'apprenti, vous mm, pouvez pas toucher 2 fois les aides. En fait, c'est ça l'idée. exactement. Si vous l'avez touché, par exemple, il fait un CAP, il redouble son CAP, même employeur, même apprenti, vous n'aurez pas les aides pour le deuxième contrat. Voilà. On va vous dire les montants, hein, c'est Oui, juste après. On a une question, c'est quoi l'aide exceptionnelle? Vous allez voir, on a un tableau récap entre les deux. En gros, la grosse différence entre les deux, aide unique, pardon, aide exceptionnelle, c'est que ça va pas, on va pas, ça dépend du niveau de diplôme qui c'est va être ça. préparé par l'apprenti. Vous allez voir après, on a On fait va un vous petit tableau montrer. récap et on vous expliquera. Et le montant de l'aide, ben J'y justement, suis. Alexandra y arrive. Tout à fait. Donc, vous avez anticipé à la slide d'après. C'est Donc, ça. le montant versé des aides versées au titre de la première année d'exécution du contrat est fixé en considération, bien sûr, de la taille donc, de l'entreprise. Donc, pour les entreprises de moins de 250, ben, pour vous, hein, 5 000 euros et 2 000 euros pour les entreprises de plus de 250. Alors, pour petite subtilité, pour les apprentis qui sont reconnus, donc RQTH, travailleurs handicapés, le montant, lui, est maintenu à 6 000 euros, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, en fait, on n'a plus cette distinction C'est en ça. fonction de l'effectif, c'est 6 000 euros pour l'apprenti, quelle que soit l'entreprise. Et bien sûr, cette aide-là restera cumulable avec d'autres aides spécifiques qui sont destinées à ces travailleurs spécifiques, donc les travailleurs reconnus handicapés. Alors, je montre juste, avant de répondre à la question du chat, je montre le tableau dont vous Oui, parlez tout à l'heure, Aurélie. Donc, on vous a fait le distinguo aide unique exceptionnelle. Donc, les entreprises concernées, donc bah, moins de 150 salariés, mm, le montant, donc qui différencie, bah, là, du coup, non, puisqu'on part du principe que vous avez moins de 150. On a remis la petite subtilité pour les apprentis reconnaissants RQTH, donc travailleurs handicapés. exactement. Les contrats concernés, alors pour l'aide unique, vous voyez, c'est conclu à partir du 24 février. Et pour l'aide exceptionnelle, c'est conclu jusqu'au 31 décembre. Donc là, on a à partir de jusqu'au. Donc voilà, juste bien faire attention à ce petit distinguo. Alors, le diplôme préparé. Donc, diplôme préparé pour l'aide unique, c'est équivalent au plus au bac, c'est-à-dire au maximum. Donc, ça va être tout ce qui va être bac pro, CAP, BP, BEP. Et pour l'aide exceptionnelle, lui, ça va être au moins au niveau 5 et au plus au niveau 7. Alors ça, c'est les niveaux de certification professionnelle. Donc on s'est, entre guillemets, amusé à regarder. Le niveau 5, ça va être les bacs plus 2. Donc ça va être les DUG, les BTS. Et le niveau 7, donc le maximum, ça va être les masters. Et on a remis les conditions qui sont, donc, vous voyez, exactement les mêmes, que ce soit pour l'aide unique ou l'aide exceptionnelle. Donc au final, à part les dates et C'est les ça. niveaux de diplôme, voilà, les montants seront quasi les mêmes. C'est ce qu'on disait, hein, Alexandra. Tout Effectivement, à c'est fait. vraiment ça qui change, hein. Aide unique, c'est pour tout ce qui est BAP, CAP, Bac Pro. Et aide exceptionnelle, ça va être à partir du Bac plus 2. C'est Donc ça. BTS Et et Doug. licence, en Voilà. fait, hein. Donc c'est Point. vraiment ça qu'il faut retenir Je- pour arriver à comprendre la C'est différence ça. finalement, parce que sinon, sinon c'est pas clair. On a une question pour les mentions complémentaires. C'est-à-dire, Et alors, les mentions complémentaires, si je comprends bien, alors je fais pas beaucoup d'apprentissage, mais si je vais être sûre d'avoir compris, par exemple, on a quelqu'un qui a un CAP qui va enchaîner sur un BP pour compléter sa formation, c'est bien ça? ah oui, tu veux dire que oui, du coup, qui referait. Ouais, alors ça peut-être à vérifier parce que du coup, j'avoue, j'ai pas cette subtilité pour le coup. Oui, c'est ça. Donc, bah, si on veut compléter la formation, bah, en fait, j'ai presque envie de dire qu'on a peut-être le même raisonnement que tout à l'heure. Même si c'est une mention complémentaire, est-ce qu'on part sur un nouveau contrat ou pas? Pour C'est moi, un la nouveau question, voilà, diplôme. c'est un nouveau diplôme complément de l'ancien. Comme par exemple, on parlait du Master 2 ou Master 1, c'est complément. En fait, on finalise sa formation, on va un petit peu plus loin dans le même domaine. Donc, pour moi, bah, dans ce cas-là, on est sur un nouveau contrat. Donc, il faut juste vérifier qu'on remplisse les conditions. Mais je vois pas en quoi ça pourrait être Moi non gênant plus, je vois pas à quoi. d'avoir l'aide, du coup, puisqu'on est sur un nouveau contrat. Donc là, pour moi, on pourrait bénéficier à nouveau de l'aide. Ouais, faudra vérifier avec C'est constructif, mais ça. effectivement, je Oui, on sais peut pas. toujours vérifier auprès de Consultis. C'est une valeur sûre de vérifier auprès de l'OPCO. Et effectivement,
on a une question, c'est soit l'une, soit l'autre, pas les deux. Effectivement, hein, ça va pas se cumuler. De toute façon, on n'est pas sur le même niveau de diplôme. Voilà, Donc, à moins que votre salarié il prépare en même temps le bac et en même temps un BTS. c'est ça, Mais normalement, ça va pas être possible en pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne pourra pas préparer deux diplômes en même temps. c'est Donc, ça. ces deux aides, elles vont pas être cumulables, hein, malheureusement. Du coup, ça aurait été bien, mais Donc effectivement, comme effectivement. disait tout à l'heure notre collègue Caroline Bosson, en fait, Oui, pour regarder quelle aide à laquelle vous avez droit, la première question à vous poser, c'est savoir quel diplôme il va préparer. exactement. J'avais Non, pas mais il n'y a pas de pas de souci. souci. Il n'y a pas de Vaut souci, mieux vous inquiétez vérifier. pas. Au moins, comme ça, on a des questions et pour nous, c'est plus C'est intéressant. ça, On tout préfère. à fait. C'est Donc, plus n'hésitez pas, justement. comme ça évacue deux, Exactement. trois Donc, petits doutes. vous avez bien fait, hein. Dernier point sur l'apprentissage. Donc, on a vu les exonérations, notamment salariales. On a vu les aides. Et ensuite, on va vous parler de nouvelles participations de l'employeur. Alors, je tiens tout de suite à vous rassurer, cette nouvelle participation employeur ne va s'appliquer que pour les diplômes qui seront préparés à partir d'une licence. C'est-à-dire que si vous embauchez un apprenti qui prépare un diplôme Bac+3 niveau licence, vous serez redevable de cette nouvelle participation. Si ce n'est pas le cas, apprenti niveau CAP, BP, Bac+2, vous ne serez pas redevable de cette nouvelle participation. C'est un point très important. Donc, d'où elle vient cette nouvelle participation? Elle a été prévue par la loi de finances 2025 et codifiée donc à l'article L6332-14 du Code du travail qu'on vous a remis ici. L'employeur participe à la prise en charge des contrats d'apprentissage prévus au présent premier lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins à un niveau 6, donc un niveau Bac+3 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge de l'opérateur de compétences, donc de l'OPCO, est alors minorée de cette participation. Et voyez, à défaut de fixation du niveau de prise en charge, les modalités de détermination de la prise en charge seront définies par un décret. Alors, juste le montant, on le connaît aujourd'hui, il sera fixé à 750 € par contrat d'apprentissage et son recouvrement sera assuré par les CFA. On attend encore un décret qui il n'est pas encore paru qui va devoir venir préciser certaines modalités d'application. Mais normalement, cette nouvelle participation obligatoire a été annoncée comme entrant en vigueur au 1er juillet 2025. Donc voilà, on ne sait pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des apprentis avec Une qui préparent licence, des niveaux licences, mais on tenait quand même à vous en informer pour que vous sachiez en toute c'est connaissance ça. de cause si jamais vous allez en conclure un. Autre point, du coup, autre partie, c'est la santé au travail. Du coup, effectivement, on a fait le social, on a fait les apprentis, et maintenant, on va parler de santé au travail parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui ont évolué. Alors, on va commencer avec un petit point qui est presque d'un point de vue presque anecdotique et technique, mais c'est important de le souligner quand même pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Donc, les attestations de suivi, aptitude, inaptitude, il y a des nouveaux modèles donc, qui entreront en vigueur au 1er juillet. Alors, pour rappel, on en a déjà parlé l'année dernière puisque les modèles étaient sortis, Oui, mais ça avait été compliqué. Donc, les nouveaux modèles, finalement, entreront en vigueur au 1er juillet. Donc, les professionnels de santé au travail, donc la médecine du travail principalement, peuvent être amenés à délivrer plusieurs types de documents quand ils suivent l'état de santé des salariés. Donc, attestation de suivi, classique ou avis d'inaptitude, dans les trois quarts des cas. Donc c'est l'arrêté du 3 mars 2025 qui a été publié le 15 mars par le ministère. Donc il a officialisé, entre guillemets, l'entrée en vigueur de ces nouveaux modèles au 1er juillet, puisqu'ils avaient été créés l'année dernière, mais là, la date d'entrée avait été repoussée, c'est et donc ça. ça y est, A on a priori, cette les nouvelle services de date. santé au travail n'avaient pas pu se mettre à jour, hein, au C'est niveau des ça, logiciels. Nous, on a su que c'était c'était un problème de logiciel des services de technique, santé au travail. C'était vraiment un problème purement technique. technique, hein, qui a justifié ce report. Donc voilà, effectivement, là, ça rentre en vigueur, comme dit Alexandra. On voulait juste vous en informer parce que pour ceux qui vont avoir des avis entre les mains à partir du mois de juillet, ça va vous faire drôle. Vous allez vous dire, ah, bah, qu'est-ce que c'est? Parce que ça change. On n'a Voilà, pas, ça voilà, ressemblera ça change pas un petit peu. aux autres. Donc ces nouveaux modèles auront des petites mentions supplémentaires, Mm, donc sauf celui de la station de suivi, mais notamment ça va être les avis d'aptitude et d'inaptitude qui vont plus vous concerner. tout à Donc fait. il y aura une case à cocher qui sera destinée aux salariés dans laquelle il dit je reconnais avoir bien reçu donc l'avis ou la préposition du temps et la zone signature du salarié avec toutes les mentions, donc date, nom, qualité, mail, signature du médecin, et donc cette fameuse petite case à cocher dont je vous parlais, je reconnais avoir reçu, et la signature du salarié. Ça, Bon, c'est nouveau. C'est pour ça qu'on voulait vous voilà, alerter là-dessus, hein. et C'est nouveau, cette signature du salarié, comme tu dis, tout à Alexandra. fait, Donc, vraiment vérifiez bien que le salarié a bien signé et coché la case, hein. Parce que voilà, là, ce jour, on a peur. Voilà, on ne sait pas
Il y aura peut-être Voilà. du contentieux Il y là-dessus. aura peut-être du contentieux, sachant qu'aujourd'hui, quand on recevait un avis d'inaptitude, on vous disait de regarder, un, s'il y avait coché la dispense de C'est ça. reclassement, et la date et la signature du médecin. Ben là, il fallait regarder d'autres choses. Donc, il va falloir être très vigilant, en tout cas, au moins au début, pour s'habituer à ces éléments-là, Mm, pour prévenir, voilà, comme tu disais, les risques de contentieux, parce que, alors, on exactement. n'a pas encore d'éléments, mais c'est vrai que si d'un point de vue procédural, typiquement, si on a un avis d'inaptitude et que le salarié ne l'a pas signé, est-ce que ça invalide ou pas la procédure de licenciement derrière? C'est une question qui peut se poser. Et là, Exactement. les impacts, notamment financiers et juridiques pour l'entreprise, peuvent être assez conséquents. Donc, voilà, au début, bien être vigilant à partir du 1er juillet sur ces nouveaux modèles. Tout à fait. Nouveauté aussi, un nouveau CERFA obligatoire au 1er juillet 2025, pardon. Alors pourquoi un nouveau CERFA qui va être obligatoire en cas de maladie? Parce qu'il y a trop de fraude aux faux arrêts maladie. Pour lutter contre ces fraudes, en fait, la CPAM a décidé du coup de mettre en place un nouveau CERFA qui va être dès lors que les médecins ne pourront pas prescrire l'arrêt de travail directement en ligne et qu'ils le font encore sous format papier, ils seront obligés du coup d'utiliser ce nouveau formulaire qui va censé être beaucoup plus sécurisé avec des points d'identification, d'authentification, notamment une étiquette holographique, de l'encre magnétique, etc. Donc ça va être des nouveaux formulaires qui sont censés être beaucoup plus sécurisés, le but étant de lutter contre les fraudes aux faux arrêts maladie. Quand vous avez un salarié qui est malade, typiquement, il vous envoie son volet 3 en papier. Quand ça se fait en papier, il vous envoie le volet 3. On voulait vous en informer puisque ne soyez pas étonnés, à compter du 1er juillet 2025, les arrêts ne vont plus avoir le même formalisme, ne vont plus être exactement pareils qu'avant. Et il faut bien vous imprégner de ces nouveaux modèles et vérifier que du coup, le salarié vous envoie les bons nouveaux modèles, finalement. Surtout si vous faites la subrogation. Mm. Voyez? Donc les nouveaux formulaires, on les a pas, enfin, on va voir à quoi ça ressemble bientôt, hein, ça va arriver, mais voilà, ne soyez pas étonnés de ces nouveaux formulaires. Sachez que ça arrive au 1er juillet 2025, donc du coup, et on va voir les questions que ça peut poser, mais C'est voilà, ça. 7 points d'identification, une encre magnétique. L'idée, c'est vraiment de lutter contre les fraudes aux faux arrêts. Mm. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui est voilà, ce volet maladie suivi? Parce qu'après, on va parler d'un sujet on ne peut plus d'actualité, donc la canicule. C'est ça. C'est tout bon? C'est bon. Donc, du coup, sur la canicule, effectivement, vous avez peut-être vu passer ou pas, hein, et qu'il y a une nouvelle obligation pour les salariés, pour les employeurs du BTP à compter du 1er juillet 2025. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les employeurs, à partir du 1er juillet 2025, il y a des exigences qui sont plus lourdes, qui pèsent sur vos entreprises, qui sont renforcées, notamment en matière de prévention des risques liés aux épisodes de chaleur. Pourquoi? Parce qu'on a un décret que je vous ai remis sur le côté. En date du 27 mai 2025, il y a aussi un arrêté en annexe 1 qu'on va vous parler, mais il y a eu un décret plus un arrêté. Et le décret, il renforce l'obligation qui pèse sur vous en tant qu'employeur, en cas de canicule. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce décret? Il dit que pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense, l'employeur doit évaluer les risques liés à l'exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, que ce soit en intérieur ou en intérieur. Donc, l'employeur, il a une nouvelle obligation, celle d'évaluer le risque de chaleur intense. Et si il identifie un risque, il va devoir définir les mesures de prévention. Donc l'employeur doit évaluer les risques, définir des mesures de prévention, les intégrer dans son document unique d'évaluation des risques professionnels, très important. Et ensuite, si le risque se produit, c'est-à-dire si la chaleur intense arrive comme aujourd'hui, ces mesures doivent être déployées, elles doivent être mises en œuvre. Concrètement, l'arrêté, voilà. Concrètement, l'arrêté, du coup, donc on a le décret qui prévoit cette obligation et on a l'arrêté qui définit les seuils de chaleur. L'arrêté, je vous ai remis la référence, il est en date du 27 mai 2025. Donc, il dit, l'arrêté, que les épisodes de chaleur s'apprécient conformément au seuil de vigilance pour canicule mobilisé par Météo France. Plusieurs niveaux de canicule. Vert, pas de vigilance particulière. Jaune, ça veut dire pic de chaleur de courte durée. Orange, période de canicule, c'est-à-dire une période de chaleur intense et durable, susceptible de constituer un risque sanitaire pour l'ensemble des salariés de l'ensemble de la population exposée, pardon. Et rouge, c'est une période de canicule extrême, c'est-à-dire exceptionnelle, par sa durée, son intensité, son extension géographique, et qui présente un fort impact pour l'ensemble de la population. On considère qu'il y a une chaleur intense
C'est-à-dire que vous devez mettre en place des mesures pour vos salariés dès lors qu'on est au niveau jaune, orange, rouge, les trois niveaux. Donc, à partir du moment où il y a une vigilance. Exactement. Dès lors que sur donc, je sais plus si je crois qu'on vous a envoyé le lien de Oui, Météo. on vous a mis le lien de Météo On vous a France. mis le lien de Météo France, Un peu je plus loin. crois, juste Oui, après. s'il te plaît, c'est ça la question, c'est que ces codes couleurs, là, on les trouve où? Sur le site de la Je vous ai mis préfecture? le Et site, vous ben voyez là, justement, à la fin, je vous ai mis le site Vigilance Ah Météo France. d'accord, Voilà. Je vous ai mis le lien direct, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la carte de France et dessus, c'est marqué Vigilance canicule en cours. Et dans la carte de France, vous avez tous les départements c'est avec ça. les couleurs Il faut associées. sélectionner votre département et vous allez voir du coup sur ce site en fait si vous êtes en vigilance et quel niveau, si vous êtes en orange, en rouge, C'est etc. ça. Donc effectivement, comme tu dis Thérèse, on s'est posé la question et on a été voir sur le site justement Voilà. pour, oh, pardon, pour pouvoir vous donner l'information. Donc Ok. actuellement, on y est, hein, Voilà, je c'est vous ça. cache rien, je ne sais plus si on est en orange ou en rouge, Alexandra, Alors, il y en a mais qui voilà. sont ce matin qui étaient déjà bien orange Oui, ça dépend des et ça départements dépend du aussi. département, mais on est bien sur des couleurs orange-rouge, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement comme mesure de prévention? Alors, Alors, il y vas-y. a plusieurs possibilités. Vas-y, Alexandra. Alors, d'abord, la première chose, on peut modifier l'aménagement et l'agencement des lieux et postes de travail. Bah, typiquement, pour les personnes, par exemple, qui sont dans les bureaux, dans ce cas-là, bah, on met les ventilateurs, la clim, s'il y a, on aère, on baisse les volets, ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'on fait bah, tous aussi chez nous. On peut adapter l'organisation du travail, notamment par rapport aux horaires. Alors, effectivement, on a eu beaucoup de questions là-dessus très Oui, récemment. Et donc, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de souci. On vous a préparé une note spécifique là-dessus avec bah, justement à quel moment vous pouvez aménager ces horaires-là. Et on vous a mis la procédure à respecter, donc en cas de modification des horaires collectifs. Donc, c'est une note qui est complète et on vous exactement. l'a préparée, donc on vous la mettra donc avec le support sur, bah, en grosso modo, on les fait commencer plus tôt pour finir plus tôt et comme ça, bah, grosso modo, hein, pour grossir un petit peu le trait, Oui, ils bossent que le matin jusqu'à 14h, 14h30 à peu près, c'est ça. avec la pause déjeuner. Donc on vous a mis toutes les Les petites informations. subtilités, les informations et comme ça, bah, l'après-midi, parce que on sait que c'est à partir de 15h où vraiment Mm. les épisodes sont plus chauds, bah, du coup, ils ne travailleront pas. Donc on vous a mis tout ça, donc c'est l'adaptation des horaires. ouais, Il y a il me semble aussi qu'à une époque, il fallait informer la direction du travail, non, quand on faisait Oui, ça. on vous a mis le Ouais, courrier, Exactement. d'accord. exactement. Dans la C'est dans la procédure, tout à procédure. fait. On vous a mis le Ok, modèle aussi dans la note. Tout à fait la ok. procédure. Si on a un CSE, il faut l'informer et ensuite il faut faire une petite note de service, hein, on vous enverra avec c'est Ah, tout pour à informer fin. les salariés. Exactement pour informer les salariés, l'afficher et informer, comme tu dis Thérèse, hein, l'inspection du travail. Normalement, on doit respecter un délai de prévenance de 7 jours, mais en cas de canicule, on considère que si l'employeur ne le respecte pas, c'est pas grave C'est ça. puisqu'il est quand même sur une obligation de sécurité de résultat. Donc, du coup, il est quand même obligé de mettre des mesures en place. On vous invite à respecter quand même minimum 3 4 jours hein, pour que les salariés puissent quand même s'organiser, puisque certains ont des vies de famille. Il faut quand même qu'ils puissent s'organiser par rapport à ce changement d'horaire. Tout à Mais fait. effectivement, Thérèse, tu as raison, oui. Et on a bien tout remis dans la note, avec également le point d'alerte sur les mineurs, hein, parce qu'on a beaucoup de mineurs en ce moment qui arrivent dans les entreprises. Mm, On vous a détaillé en fait les dispositions qui les concernent dans ce cas-là, notamment en tout à fait, fait. parce qu'il y a des petits points d'attention les concernant. Donc, Voilà. Donc tout est dans mm, la note et on vous a mis effectivement les modèles de courrier de notes de service à l'attention des salariés et le modèle de courrier à l'attention de l'inspection du travail. Donc pareil, vous aurez tout. Alors, je n'arrive pas à récupérer le lien. C'est normal parce que là, on est en partage d'écran. Donc ah vous pouvez oui, pas cliquer dessus, c'est tout à fait normal. Donc on le mettra à la fois dans le support et on le mettra quand même aussi dans le mail oui, d'accompagnement. on peut le Comme mettre les ça, vous deux. pourrez tout cliquer dessus directement. Généralement, ce sont eux qui demandent à faire les horaires aménagés, donc du jour au lendemain. Bah après, si c'est en plus ça vient de eux, du coup, vous avez peu de risque de Faudra juste, contentieux. Donc voilà, finalement, c'est pas très grave de pas anticiper dès lors que ça vient d'eux, hein. faut juste régulariser, Effectivement. quoi. Exactement. Donc, Donc voilà, ça c'est pour les horaires. On a aussi des choses entre guillemets plus simples à faire qui sont de oui, fournir des EPI pour limiter ou compenser les effets de forte température et se protéger donc des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés. Donc dans ce cas-là, effectivement, on peut voir avec les partenaires que vous pouvez avoir hein, au niveau des fournisseurs des EPI qui peuvent vous proposer des vêtements adaptés c'est en ça. fonction de la matière du textile, par Des exemple. t-shirts anti-UV, Par déjà, exemple. ça peut déjà être pas mal. Mm. Augmenter, bien sûr, autant que nécessaire, l'eau potable fraîche à mise à disposition. Donc, par rapport à l'eau, il est rappelé que la quantité d'eau normalement à mettre à disposition pour les salariés doit être à minima, c'est 3 litres d'eau par jour et par
personne. Alors, effectivement, le décret introduit une condition en présent que cette obligation ne joue, bien sûr, que s'il est impossible Mm, de mettre en place l'eau courante. Voilà, donc typiquement, s'ils sont sur des chantiers avec de l'eau courante, ben, c'est un petit peu à disposition, à volonté. mm. Par contre, s'ils sont sur un chantier un peu éloigné, qui n'a pas d'eau courante, bien prévoir des packs d'eau en fonction du nombre de salariés qui seront sur le chantier. Et voilà, l'idée, c'est 3 litres par jour et par personne. Donc voilà, anticiper autant que faire se peut, bien sûr, ces achats de packs d'eau à mettre dans le camion hein, le Mm, matin mm. et à Tous les jours renouveler tous les quasiment. jours. Voilà, c'est ça, exactement. Si l'inspection du travail, parce que comme vous le disiez, doit être prévenue en cas d'épisode, notamment en cas d'aménagement des horaires ou en cas de contrôle, constate que l'employeur donc n'a pas listé ces mesures pour prévenir ces risques, notamment comme tu disais, notamment par exemple dans le document unique, Mm. le décret autorise donc l'administration, l'inspection du travail, à vous mettre en demeure de le faire dans un délai de 8 jours minimum. Donc, grosso modo, si lors d'un contrôle ou qu'un salarié se plaint, peu importe, et que l'inspection du travail constate que vous n'avez pas fait le nécessaire, il peut vous mettre en demeure de le faire dans les 8 jours. Voilà. Je pense qu'ils vont être quand même compréhensifs et que Oui, voilà, ils vont. L'idée, c'est de dire qu'ils vont pas vous sanctionner tout de suite. voilà, Ils vont d'abord vous prévenir et vous dire voilà, vous avez 8 jours pour le faire. Après, si vous le faites déjà en pratique et que c'est c'est pas ça, formalisé, c'est moins grave entre guillemets. Si tout vous à faites, fait, vous pouvez en cas de contrôle prouver que vous faites énormément de choses déjà, même si c'est pas acté dans tout le à document fait, unique, ça pourra permettre de limiter en fait votre responsabilité, prouver votre bonne foi, même si c'est mieux de l'acter hein, par rapport à d'un point de vue juridique et pour pouvoir le tout prouver. à fait. Mais voilà, déjà si vous mettez en place des choses, c'est voilà. Voilà, pas tout, mais voilà, vous avez commencé à mettre en place des choses. Exactement. Effectivement, ils seront beaucoup plus conciliants. On n'est Je pas pense. dans pas quelque chose de tout de suite La la sanction sanction. directe. Voilà. Mm. On le fait, mais j'ai jamais prévenu l'inspection. Donc vous inquiétez pas, tout sera dans la note. Vraiment, c'est vraiment plus pour sécuriser en fait les contentieux. En fait, vraiment, on va être là-dessus, puisque 9 fois sur 10 effectivement, les salariés sont plutôt d'accord avec cette mesure. Mais voilà, on est plus sur la prévention du contentieux, de respecter C'est ça. voilà, la procédure adéquate. Et enfin, dernière petite chose qui est prévue vraiment spécifiquement pour le BTP, donc ça c'est important, c'est vraiment dans vos domaines. Mm. Il est précisé que les conditions atmosphériques, donc grosso modo ces épisodes de canicule, sont désormais en fait prises en compte pour le droit au bénéfice du chômage intempérie réuni durant ces périodes de canicule. Un épisode de chaleur, donc avec les couleurs dont vous a parlé Aurélie tout à l'heure, atteignent, alors là on est sur orange et rouge, donc on est sur les deux dernières couleurs, les deux derniers Je vous les volets de remontre. vigilance. Voilà, Orange et rouge, vous voyez. canicule et canicule extrême. À partir du moment où, sur le site de Météo France, hein, que vous pouvez mettre en favori, je pense, une fois que vous avez le lien, tous les jours vous regardez, si vous êtes en orange ou rouge, ça vous donne droit automatiquement, ça vous donne le droit d'éventuellement mettre ces salariés en chômage intempérie si vous ne pouvez pas. Mm. Malgré toutes les autres dispositions dont on a parlé, hein, aménagement des horaires, EPI, etc., si malgré tout ça, c'est trop, et bien dans ce cas-là, vous avez cette possibilité de les mettre en intempérie. Donc, c'est quelque chose qui est assez récent. Mm. Et je pense que c'est aussi une latitude qui est donnée à l'employeur et du coup qui est fait donc, qui est, par la caisse et donc Mm. qui est spécifique au BTP. Voilà, donc le lien Météo France avec, comme tu disais, Voilà. Alexandra, qu'on vous renverra et qui sera dans le support pour aller voir tout ça. Mais sachez que je pense qu'on est au minimum en orange dans pas mal de Oui, départements c'est ça. actuellement. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, mais je sais que beaucoup d'entreprises l'ont fait, hein. On a eu des appels là-dessus, Oui. modifier les horaires, les EPI, etc., prendre des dispositions et les packs d'eau, hein, ça c'est Et des facile à packs d'eau, mettre oui, c'est très en facile à mettre place. en place. Et ensuite, Merci. pour finir ce webinaire, du coup, juste deux rappels rapides. On les fait un petit peu tous les ans, C'est mais on ça. va quand même le refaire. Premier point sur les fermetures d'été. On vous rappelle la règle, si vous fermez l'entreprise pendant les vacances, hein, pendant les vacances d'été, normalement, vous ne pouvez pas fermer plus de 24 jours ouvrables, hein, 4 semaines. Et il faut informer vos salariés de sa fermeture au minimum 2 mois à l'avance, hein. On vous préconise, notamment les conventions collectives vous l'imposent. Donc voilà, on a un modèle de note de service qu'on va remettre à votre disposition par rapport à ça. Pour les salariés qui n'ont pas assez acquis de congés, on vous a remis les règles. Tout dépend s'ils bénéficiaient de l'ARE ou de l'ASS auparavant, c'est-à-dire concrètement, tout dépend s'ils étaient indemnisés par Pôle emploi avant ou non. Parce que si vous avez des salariés qui étaient à Pôle emploi avant, il existe une aide en fait aux congés non payés en cas de fermeture de l'entreprise qu'ils peuvent solliciter auprès de Pôle emploi. Donc n'hésitez pas à informer vos salariés de cette possibilité-là. Si en revanche vos salariés qui n'a pas assez de congés, il n'était pas inscrit et indemnisé par Pôle emploi, bah, malheureusement il n'aura pas le droit à cette aide-là. Donc voir avec lui des congés par anticipation, des RTT ou alors du congé sans solde malheureusement.
Juste petite subtilité, effectivement, il y a beaucoup de turnover dans les entreprises. Et peut-être rappeler que si le salarié vient d'une autre boîte, il Oui, garde ses congés payés de l'ancienne entreprise. s'il est bien Donc, dans le bâtiment, s'il tout est à bien dans fait. le bâtiment, voilà. Donc, éventuellement, peut-être voir s'il n'y a pas un transfert des congés qu'il avait acquis dans l'autre entreprise et Exactement, pas encore pris. Bah, dans ce cas-là, il peut les prendre dans votre entreprise. exactement. Donc, bien demander au salarié où il était avant. Tout à fait. Et dernier rappel, du coup, comme d'habitude, on vous fait un rappel sur les aides sociales, hein, les nouveaux montants et tout ce qui est IPD salaire. On a tenu à vous rappeler ici que pour 2025, on n'a pas eu d'accord sur les salaires au niveau régional, donc rien n'a bougé Mhm. finalement. Et pour les indemnités de petits déplacements, on n'a pas eu d'accord non plus dans l'ensemble de nos départements. Pas d'accord en Isère, pas d'accord dans la Loire et pas d'accord en Auvergne, dans tous les départements. Donc du coup, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Par ailleurs, vous le savez, le SMIC n'a pas augmenté au 1er janvier, puisqu'il y avait déjà eu une hausse Ah au non. 1er novembre 2024 qui a couvert pardon, la revalorisation automatique. Donc le montant du SMIC, il est resté fixé au 1er janvier 2025 à 11,88 € brut de l'heure. Donc il n'y a pas eu d'évolution là-dessus. Donc voilà, nous tenons sur demande à notre service juridique les lettres sociales, hein, avec tous les montants IPD, salaires, etc. On a normalement pas mal communiqué dessus, mais s'il y a besoin, n'hésitez pas. On vous a remis On juste vous les a remis grilles, les lettres. mais voilà, pas de grosse évolution sur le sujet cette année, en tout cas. Voilà, donc on vous a mis les tableaux, puisqu'effectivement on vous a mis bah, les salaires qui n'ont pas bougé et comme elle disait, les apprentis qui eux ont un petit peu bougé mais à la marge et les contrats de pro, donc on vous les renverra également avec le support. Voilà, on vous remercie beaucoup pour votre participation. Est-ce qu'il reste des questions, du coup, avant que nous clôturions? C'est bien, merci. Merci beaucoup Merci à beaucoup, vous. c'est très gentil. Merci pour votre commentaire. N'hésitez pas à répondre au questionnaire à la fin, Oui, si vous pouvez nous laisser un petit, voilà, un petit qu'on avis puisse dans le s'améliorer. questionnaire, qu'on puisse toujours s'améliorer, c'est notre objectif. On vous remercie beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de journée.